Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, la guerre en Iran se poursuit. Ben oui, bien sûr, elle se poursuit, on est obligé d'en parler. Et une des questions qui se posent en ce moment, c'est combien de temps ça va durer cette guerre-là? Alors Hmm. du côté iranien, les responsables disent, ah mais vous savez, nous ça fait des années, pour pas dire des décennies, qu'on se prépare à une guerre très longue. Voir. Est-ce qu'ils ont vraiment l'armement pour tout ça? Moi, je pense pas. Les États-Unis sont en train de démolir complètement tout leur système militaire, leurs munitions. Je pense pas que les Iraniens aient vraiment de quoi tenir la guerre très très longtemps. D'autre part, Trump, et on sait qu'il est menteur, mais quand même, Trump a dit, écoutez, on peut tenir beaucoup plus que 4 semaines, 5 semaines. Lui prévoit pas une guerre extrêmement longue. C'est une guerre qui va durer en termes de semaines pour lui, et c'est tout. Oui, je pense qu'en effet, du point de vue strictement militaire, la guerre va durer quelques semaines et Donald Trump a réitéré ses objectifs, détruire la marine, détruire l'armée iranienne, détruire le système d'armement nucléaire, enfin, non pas encore, mais des Iraniens, et bien entendu, neutraliser tous les groupes armés que l'Iran entretient. Très bien. Mais après, qu'est-ce qui va arriver? Hmm. Et c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui va arriver ensuite avec, et c'est ce dont Macron parlait un peu hier, avec les cellules terroristes dormantes? Et ça fait bien plus peur. Parce que, tu sais, ça prend pas beaucoup de gens pour instaurer un climat de terreur. Et oui, il y a cette possibilité très réelle que ces cellules terroristes dormantes se remettent en activité après la guerre en Iran. Parce qu'en ce moment, ça s'étend pas tant que ça. Oui, les Iraniens essaient de frapper des cibles chez les voisins. Oui, ils ont, comme je te dis paralysé le trafic maritime, le trafic aérien. Mais Mais, mais, des- ça va pas mais, durer mais, quelques semaines. mais les attentats, là, on a commencé à voir en Ohio. Il y a un type Oui. là, qui revendiquait la guerre en Iran pour justifier une attaque terroriste. C'est là où ça peut faire mal à l'Occident. Je pense que oui. Et on n'en a pas vu encore, mais je pense que il y a très certainement des cellules dormantes d'Iraniens qui existent. Et tu sais, c'est un peu une spécialité chiite, ça, hein, les attentats terroristes. Donc, moi, ça m'étonnerait pas malheureusement qu'on en voit. Et ça peut faire changer l'opinion publique, surtout aux États-Unis. En ce moment, on ne sait pas très bien comment le public reçoit ça. On n'a pas encore reçu les résultats des premiers sondages depuis le début de la guerre, mais je pense, moi, que Trump est sur une pente ascendante. En tout cas, tu sais, le discours à la nation de mardi dernier a stoppé la chute dans les sondages de Trump et du Parti républicain, et ils ont commencé à remonter. Donc, c'est possible que la guerre les aide dans ce sens-là, quoique, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, avec la guerre, tout le Je sais mouvement pas, je sais MAGA, pas, entre autres. je sais pas si tu as vu ce matin, j'ai pas pensé de le sortir, Sébastien. Regardons si on l'a pas loin. Hillary Clinton en 2008 qui disait si je suis présidente des États-Unis, moi on l'a. Écoute ça, Loïc. Oui, oui. The Iranians to know that if I'm the president, we will attack Iran. Whatever stage of development they might be in their nuclear weapons program in the next 10 years, during which they might foolishly consider launching an attack on Israel, we would be able to totally obliterate them. That's a terrible thing to say, but those people who run Iran need to understand that, because that perhaps will deter them from doing something that would be reckless, foolish, and tragic. Alors, c'était Hillary Clinton en 2008. En 2008, qui disait si le programme nucléaire continue en Iran, moi, comme présidente des États-Unis, je vais attaquer l'Iran. Et elle avait Ah, raison. mhm. Elle avait raison. Le problème, c'est Obama. C'est Obama qui a pas voulu attaquer. Il y a eu un problème aussi avant avec Bush, mais il y a un problème avec un certain nombre de présidents qui ont peur, qui veulent pas. Ben oui, mais si on n'attaque pas, le problème s'amplifie, devient de plus en plus aigu, et on se retrouve avec des Iraniens qui, selon Witkoff, faut le prendre aussi avec des Ouais. pincettes, mais disait, ils étaient à une semaine d'avoir la bombe atomique. Je suis pas sûr de ça du tout. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils poursuivaient dans leur programme et ça devenait de plus en plus difficile à arrêter.
C'est certain. Bon, et est-ce que c'est Israël qui a poussé les États-Unis à attaquer? Ça, c'est une grande question. Et évidemment, dans le monde musulman, tout le monde va te dire, mais oui, c'est évident. Israël est je veux dire, les États-Unis sont à la solde d'Israël. Non. Si les États-Unis étaient à la solde d'Israël à ce point, ben, ça fait longtemps que la Palestine n'existerait plus. Puis ça fait longtemps que les problèmes des territoires palestiniens auraient été réglés à la faveur des Israéliens. Pas aussi simple que ça. Par contre, Marco Rubio a fait une déclaration qui a étonné beaucoup de gens. Et il a dit, oui, en fait, si on a attaqué, c'est parce que Israël se préparait à attaquer et on savait qu'ils allaient attaquer. Donc, nous, on a attaqué de manière préventive parce que si on n'attaquait pas en premier, on risquait de recevoir des frappes de toutes sortes d'armements, enfin de missiles iraniens, et ça aurait été difficile de les arrêter. Alors, il ne dit pas exactement en ces mots-là, mais ça revient à ça. Et donc, tout le mouvement MAGA, qui est très conspirationniste, dit « Ah, vous voyez bien, c'est Israël qui manipule les États-Unis. » Et ils sont empêtrés aux États-Unis là-dedans. Et c'est vrai que l'administration Trump n'arrive pas à définir des objectifs très, très clairs à cette guerre en Iran, ni quand est-ce que ça va se terminer, et qu'il y a des gens qui disent une chose et une autre. J'ai plutôt tendance à écouter ce que Rubio dit, parce que c'est pas un énervé, Rubio, c'est pas un exalté non plus. Et donc, j'ai l'impression qu'il a dit quelque chose qu'il n'aurait probablement pas dû dire. C'est probablement vrai que, d'une part, les États-Unis voulaient neutraliser tout l'appareil industriel ou militaire nucléaire de l'Iran, ça c'est certain. Et d'autre part, c'est sûr qu'ils protègent Israël, et je pense bien que Israël les a comme poussés à attaquer peut-être un peu plus tôt que ce qu'ils auraient voulu. Peut-être qu'ils auraient aimé négocier un peu plus, mais ça, on ne le saura pas avant quelque temps. Moi, je me demandais, Loïc, selon Oui. toi, ça fait combien de temps qu'ils savent qu'il va y avoir cette réunion-là, qu'ils vont attaquer à ce moment-là? Est-ce que c'est des choses qui s'apprennent dans les heures avant, les jours avant, les mois avant? Oui, ben, ce qui semble sortir, c'est que il se préparait à attaquer l'Iran de toute façon, peut-être cet été, peut-être plus tard. Et d'après ce qu'un certain nombre de responsables à la Maison-Blanche ont dit, il semblerait que les grandes manifestations du début de l'année en Iran ont incité les États-Unis à attaquer plutôt, à précipiter un peu leur plan, parce qu'ils se disaient, ben oui, il y a une population qui est vraiment prête à renverser le régime, ça ferait notre affaire, on va les aider, on va leur donner un coup de pouce. C'est loin d'être sûr que le régime va tomber, et c'est pas le premier objectif des États-Unis. Mais ça s'est ajouté à ça, puis quand ils ont appris en plus que il y avait 40 000 morts, que le régime avait tué 40 000 manifestants, ben ça a comme augmenté la volonté d'attaquer. Remarque bien qu'ils ont quand même négocié. Remarque bien que Trump a quand même donné une chance à la négociation. Mais je me demandais au lieu précis de l'attaque. Qu'on négocie. C'était par rapport plus à l'endroit précis où tout le monde se trouvait, de savoir qu'elle allait avoir ce meeting-là précisément. C'était par rapport à ça ma question. Celui-là. Ça, c'est les Israéliens avec le Mossad qui ont des services de renseignement extraordinaires, on le sait. Ils ont complètement infiltré l'Iran. Et comme l'Iran est très corrompu, c'est très facile, en fait, d'infiltrer, de trouver des agents, de les payer. Ce sont les Iraniens voyagent, ils vont à Dubaï, etc. Donc, c'est assez facile d'infiltrer tout l'appareil gouvernemental, tout l'appareil d'espionnage de l'Iran. C'est quelque chose qui se fait aussi depuis des décennies, et maintenant, on en récolte les fruits. Et puis avant qu'on se quitte, le Conseil de sécurité des Nations unies, selon toi, se couvre de ridicule. Complètement de ridicule. Figure-toi que il vient d'avoir une grande réunion au Conseil de sécurité parce que les États-Unis, table tournante, président maintenant le Conseil de sécurité. Et donc, qui vient de présider ce conseil, cette réunion du Conseil de sécurité à l'ONU, alors qu'il y a une guerre en Iran qui rage? Est-ce que c'est un ambassadeur des pays membres du Conseil? Non. Est-ce que c'est un diplomate de carrière? Non. Est-ce que c'est un ministre des Affaires étrangères? Non plus. C'est Melania Trump qui a présidé la dernière séance du Conseil. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle possède aucune qualification particulière pour ce poste. Elle occupe aucune fonction au sein du gouvernement de Trump. Sa seule qualité, c'est d'être l'épouse du président. Et je me retiens pour pas être vulgaire là, quand je te dis ça. Elle n'a aucune qualité pour être là. Ben, elle a quelques qualités quand même. Pour vivre avec Donald Trump, il faut quand même être capable de tempérer les tempêtes. Là.
sourd, aveugle ou tenir ses distances, je sais pas. Ça s'appelle puis la se faire diplomatie. couvrir d'argent. Ben oui, c'est Oui, l'art de la si tu diplomatie. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est que personne autour de la table ait dénoncé ça. Il y a personne qui a dénoncé ça. Il s'en est même trouvé pour louanger la présidence de cette Ouais. de l'épouse de Trump. Franchement, là, vous couvrez complètement de ridicule. Puis en plus que le thème c'était les enfants, la technologie et l'éducation lors de conflits. Mais les États-Unis sont sortis de l'UNESCO. Les États-Unis ne cessent pas, Trump surtout, de dénoncer l'ONU. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Ouais. Moi, je trouve ça d'un ridicule Merci. incroyable. Merci. On se reparle demain, mais après la pause, on va prendre vos appels. Je ne sais pas c'est quoi le numéro. Là, mais C'est le 1-877-827-2346. j'étais sûr que c'est ça. Qu'est-ce que ça implique, la semaine de relâche? À qui ça profite? Est-ce que c'est vraiment un paquet de troubles? Est-ce que les enfants sont si fatigués? On est juste à 8 semaines, 6 semaines des vacances de Noël. Là, tout le monde est épuisé. Mon Dieu, que ça prend... Au lieu d'organiser des activités scolaires à l'école cette semaine-là, peut-être pour alléger le temps... Je comprends, là, mais d'envoyer tout ça, tout ce beau monde-là chez eux... Ça vous coûte-tu cher ou pas? Ben Ben, ouais. gars, je répète le numéro. Benoît, rappelle-toi-en, là, pour les prochaines fois, c'est toi qui vas le dire. Non. 1-877-827-2346. Appelez-nous pendant la pause. On va prendre vos appels et on vous mettra en onde. Après, on va revenir dans 4-5 minutes à peu près.